En continuant dans cette voie, je peux passer gratuitement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En télépéage uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, dans cette voie-là, on pourra payer quand la flèche est verte, ça veut dire que tout mode de paiement est possible. Et on a aussi la possibilité de faire le télépéage. Donc, est-ce que c'est gratuit? Non. Réponse B. Est-ce que c'est télépéage? Mais attention, c'est écrit uniquement. Non, c'est pas uniquement. Vous avez tout mode de paiement possible grâce à la flèche verte. Donc, c'était B et D. Je peux emprunter immédiatement la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on peut constater que sur la voie de droite, on a un zébra jaune. On a un arrêt de bus. Quand le zébra est jaune, ça veut dire qu'on a le droit de circuler, de rouler dessus, mais on n'a pas le droit ni de s'arrêter, ni de stationner. Mais j'ai quand même le droit d'emprunter cette voie-là. Donc là, c'était oui à la première. Est-ce que je suis bien placé pour aller tout droit? Là, on a deux possibilités. Soit la voie de droite, soit la voie de gauche pour pouvoir aller tout droit. Quand on a le choix entre deux voies, en marche normale, on doit utiliser celle de droite. En plus de ça, elle n'est pas encombrée. Il n'y a personne derrière qui m'empêche d'utiliser la voie de droite. Donc, je vais choisir celle de droite. Je suis mal placée si je vais tout droit. En France, on roule à droite, donc on se place à droite. Donc, c'était réponse A et D. Dans cette situation, j'effectue le remplissage de mon réservoir en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les diesels qui sont récents, il y a l'AdBlue qui est rajouté, c'est pour limiter la pollution. Et vous avez donc deux orifices, un orifice où vous remplissez le carburant, donc là en l'occurrence le diesel, et un autre bouchon, un autre orifice où vous avez de l'AdBlue. Donc soit vous aurez de l'AdBlue en bouteille, vous versez la bouteille à l'intérieur, soit dans certaines stations essence, vous avez des pistolets pour AdBlue. Donc là, on remplit pas le réservoir de carburant, mais le réservoir d'AdBlue. Réponse B. Je laisse passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on a pu voir que depuis le début sur la vidéo, les piétons attendaient au niveau du feu. Le feu est encore vert. Donc comme moi je suis au vert, eux sont au rouge. C'est pour ça qu'ils attendent ici. Ils ne manifestent pas l'intention de s'engager de façon vraiment imprudente. Donc moi, je vais continuer puisque je suis au vert, mais attention, je reste prudent. C'est pour ça que je place le pied devant le frein pour deux raisons. Pour si le feu passe orange et pour si les piétons toutefois décident de traverser. Donc, est-ce que je laisse passer les piétons? Non, parce qu'ils sont au rouge. Est-ce que je place le pied devant le frein? Oui. Donc réponse B et C. Ce cycliste a l'obligation de s'arrêter au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, je rappelle pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, hein, que là, toutes les questions du code de la route que vous avez sur cette chaîne-là sont aux normes par rapport à la réforme qu'il y a eu en septembre 2023. Et donc, c'est valable pour le code de la route en 2024 aussi, donc toute l'année. On a des points de vue qui peuvent être différents, comme ici le point de vue d'un cycliste. Donc, on voit un cycliste qui est en train de circuler, et donc on va nous poser une question de code par rapport à ce cycliste-là. Alors, ce cycliste-là a un feu rouge, donc il est sur une piste cyclable, puisqu'il est à l'écart de la chaussée à côté. Il est sur une piste cyclable et il y a un feu rouge. Et on nous dit que là, on a un petit triangle, donc un panonceau, qui nous informe que les cyclistes, s'ils continuent tout droit, peuvent franchir le feu rouge. Par contre, ils doivent céder le passage aux piétons, par exemple. Hein, ils ne sont pas prioritaires quand ils vont traverser, mais ils ont la possibilité de ne pas s'arrêter au feu rouge. Donc, est-ce que ce cycliste a l'obligation de s'arrêter au feu rouge? Non, réponse B. Je peux m'engager dans cette rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce marquage au sol ne nous interdit pas de le franchir, hein. C'est une bande cyclable. On n'a pas le droit de rouler dessus, mais on a le droit de la traverser. Donc ça, dans un premier temps, c'est possible. Évidemment, s'il y a un cycliste, il faut le laisser passer avant de s'engager. Mais on peut s'engager dans cette rue pour l'instant. Ensuite, on voit qu'il y a un panneau interdit de tourner à droite. L'interdiction est pour après le panneau. Donc, ça ne concerne pas cette route-là qui est à droite. Après le panneau, je n'aurai pas le droit de tourner à droite. Donc, je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Je vais utiliser une autoroute payante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on voit qu'on va prendre l'autoroute A20 en direction de Clermont-Ferrand. Donc, si on est dans cette voie-là, on va bien vers l'autoroute. Pour que ce soit payant, il aurait fallu qu'il y ait le mot péage d'indiqué. Quand il n'y a pas le mot péage, c'est que l'autoroute sera gratuite. Donc, c'était réponse B. Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors déjà, c'est interdit de stationner sur les trottoirs, sauf s'il y a un panneau qui nous l'autorise ou un marquage au sol. Là, c'est pas le cas. Et en plus de ça, il est devant une porte de garage et on n'a pas le droit de stationner devant les portes de garage. Donc, c'était réponse B. Si vous appréciez mes explications, vous les trouvez de qualité et utiles, n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce en l'air, un petit like. Et puis surtout, si vous voulez suivre les futures vidéos, parce que j'en fais un maximum, abonnez-vous et mettez la petite notification. Allez, c'est parti pour la question suivante. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, quand on roule à grande allure comme ça sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, il est bien de laisser deux bandes d'arrêt d'urgence entre moi et celui de devant. Et là, c'est bien le cas. Il y a bien les deux bandes d'arrêt d'urgence. Donc, les distances de sécurité sont suffisantes. Réponse A. Je me prépare à faire un écart de trajectoire vers la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors cette dame est arrivée du trottoir, elle est passée entre les voitures, elle a, avec la télécommande, elle a activé le déverrouillage des portières. Donc on peut supposer qu'elle va donc monter dans la voiture et qu'elle risque d'ouvrir la portière. Comme on peut supposer ça, c'est pas sûr à 100 mais on va pas prendre de risque. Dans ce cas-là, on va se préparer à faire un écart. Donc je vais commencer à observer autour de moi pour voir si je peux faire un écart et si c'est possible, je vais commencer à m'écarter pour respecter aussi au minimum les 1 mètre de distance de sécurité qu'il y aura entre elle et moi. Surtout qu'elle risque de s'écarter un peu plus, donc il va falloir que je m'écarte encore un peu plus. Il n'y a personne en face, donc je vais pouvoir me préparer à faire un écart. Et regardez, voyez, elle est bien en train d'ouvrir sa portière. Donc moi, si je prévois pas ça, eh bien c'est l'accident. Pour tourner à gauche, je reste où je suis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'observe la signalisation, je vois que j'arrive sur un stop, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a ce stop de particulier? Si on observe bien, il fait toute la largeur de ma voie ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en sens unique, d'accord? Et quand je tourne à gauche en sens unique, il faut que je me place carrément sur la voie de gauche, c'est-à-dire que là, il faut que je me cale ici. La voiture, il faut qu'elle soit en biais là, d'accord, pour pouvoir être prêt à repartir. Donc, est-ce que je suis bien placé ici? Est-ce que je reste où je suis? Non. Réponse B. Le conducteur de ce camion peut voir mon véhicule? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc ce camion-là, pour voir ce qui se passe derrière, il n'a qu'une seule chose de disponible, ce sont les rétroviseurs. Donc en toute logique, si moi je ne perçois pas ces rétroviseurs, eh bien lui ne pourra pas me voir. Je ne suis pas dans son champ de vision. Donc là, il faut que je reprenne absolument des distances de sécurité parce que je me mets en danger. D'autant plus quand on voit ce qu'il transporte. Il y a plutôt intérêt à respecter les distances de sécurité. Donc là, le conducteur de ce camion peut voir mon véhicule? Non, réponse B. Ce panneau m'indique une obligation de rouler à au moins 70 km/h. Réponse A. Une interdiction de rouler à plus de 70 km/h. Réponse B. Une vitesse conseillée de 70 km/h. Réponse C. Donc là, c'est un panneau qui est carré avec une bordure blanche et un fond bleu. Quand c'est un panneau carré à fond bleu comme ça, c'est un panneau d'indication. Donc c'est tout simplement une indication et pas une obligation comme on peut voir ici. D'accord? Je vous ai mis le panneau d'obligation. Vous voyez, c'est bien différent. Donc le panneau, c'est une interdiction de dépasser les 70 km/h. Par contre, là, c'est juste une indication. Donc on nous conseille de rouler à 70 km/h. Par exemple, on va vous retrouver ça dans les ondes vertes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde verte? C'est vous avez un gros axe avec plein de feux verts. Sur cette route-là, vous êtes par exemple limité à 70 km/h. Eh bien, si vous respectez vos 70 km/h, eh bien, vous aurez si vous avez le premier feu qui est vert, le suivant sera au vert, et encore le suivant au vert. Si vous roulez plus vite que les 70 km/h, eh bien, vous n'aurez plus le feu qui sera vert pour les suivants parce que vous allez arriver trop vite dessus. D'accord? Donc là, c'était réponse C. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D.
Nous avons une première information qui nous dit que nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central qui est ici. Et la deuxième information, ce sont les panneaux bleus. Ça m'indique que je suis sur l'autoroute. Je vais rencontrer une bifurcation dans 3 km. Donc quand je suis sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée, en plus il fait beau, est de 130 km/h. Donc là c'était réponse D. Un encrassement du filtre à air entraîne une surconsommation de carburant d'environ 3%. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors c'est vrai, hein, il entraîne bien une surconsommation d'environ 3%. Il s'engrasse beaucoup plus vite en agglomération ou dans les endroits poussiéreux. Donc dans ces cas-là, il faut l'entretenir un peu plus régulièrement. Donc c'était réponse A. J'ai le temps de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on peut voir que le feu est orange, donc les barrières vont se baisser. Je n'ai pas le temps de passer, c'est trop dangereux, donc c'était réponse B. Écrire un SMS équivaut à quitter la route des yeux pendant environ 1 seconde, réponse A, 5 secondes, réponse B, 20 secondes, réponse C. Donc écrire un SMS, il faut savoir que ça multiplie par 23 quand même, hein, c'est énorme. Hein. Ça multiplie par 23 le risque d'accident. Envoyer un message, souvent ça nécessite de quitter la route des yeux au moins pendant 5 secondes. Et près d'un accident corporel sur 10, c'est lié à l'usage du téléphone. 1 sur 10 quand même. Hein. Donc là, réponse B, c'était 5 secondes à peu près. Je tiens compte principalement du marquage au sol, réponse A, du regard de la conductrice à droite, réponse B. Donc même si je sais que je suis prioritaire, hein, on le voit avec le marquage au sol, il faut vraiment se préoccuper de savoir ce que va faire le conducteur, surtout dans les ronds-points, et on a tendance à se forcer un petit peu le passage, soit volontairement, ou d'autres parce qu'ils estimaient avoir le temps, hein, on n'a pas forcément la même estimation les uns les autres. Donc il faut surtout se préoccuper du regard de la conductrice à droite, pour s'assurer qu'elle m'ait bien vu quand même. Donc réponse B. La distance minimale de sécurité dépend directement de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, en effet, plus vous allez rouler vite, plus votre distance de sécurité sera importante à tenir. Parce que par exemple, à 130 km/h, vous allez parcourir beaucoup plus de distance que si vous roulez à 80 km/h. Donc la distance, elle, minimale, dépendra aussi de la vitesse. Donc là, c'était réponse A. Les enfants ont plus de difficultés que les adultes à apprécier les distances et les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Et en effet, les enfants ont plus de mal à apprécier les distances et les vitesses. Donc c'était réponse A. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors, ici, on nous demande la vitesse maximale. Donc, comme c'est la vitesse maximale, on n'a qu'une limitation de vitesse à donner. On ne nous demande pas à quelle vitesse on peut rouler, on nous demande uniquement la vitesse maximale. Donc, on va regarder où on se situe. Ici, on voit qu'on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. On voit le muret qui nous sépare avec ceux d'en face, donc on circule en sens unique. Ensuite, si on regarde les panneaux, on peut voir que là, la cartouche nous dit D d'ailleurs, D comme départemental. Attention, on voit en effet qu'il y a un panneau autoroute, mais tous les panneaux ne sont pas bleus ici. Tout serait bleu avec la cartouche autoroute, d'accord, on serait sur l'autoroute. Mais là, il y a des panneaux, là les panneaux de gauche ne sont pas tous bleus, il y en a aussi des verts et des blancs. Donc nous ne sommes pas sur l'autoroute. Donc une limitation de vitesse sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central est à 110 km/h. Comme on ne nous précise rien, je ne suis pas jeune conducteur, donc je respecte les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc ça va être la vitesse maximale, 110 km/h. Réponse C. Il est conseillé de vérifier la pression des pneus à froid, réponse A, à chaud, réponse B, peu importe, réponse C. Alors, en effet, il est conseillé de vérifier la pression à froid, mais ce n'est pas obligatoire, on peut aussi le faire à chaud, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut augmenter, comme on a vu tout à l'heure, il faut augmenter la pression, le nombre de bars. Mais l'idéal, c'est de le faire à froid. Si vous avez possibilité, c'est mieux. Donc, c'est réponse A. Un conducteur refusant de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie commet un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous refusez de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie, vous allez automatiquement avoir le maximum de sanctions. Ce qui veut dire que vous aurez la même peine que si vous avez 0,8 g d'alcool dans le sang. Et donc 6 points en moins, et ça c'est un délit. Donc c'est considéré comme un délit. Réponse A. Ce bébé est installé correctement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'airbag doit être désactivé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors on va regarder la position du siège. La position du siège, elle est comme ça. Donc le siège, il est bien dos à la route, parce que là, le devant de la voiture, c'est par là. Ensuite, on va regarder si le siège est bien fixé, donc soit par l'isofix, soit par la ceinture de sécurité. Ici, la ceinture a bien été mise ici, et là, comme c'est prévu. Donc, c'est bon, d'accord? Et l'enfant, est-ce qu'il est bien attaché à son siège? On voit bien que la ceinture de sécurité de l'enfant du siège est bien enclenchée. On voit bien ici et là. Donc, il a bien sa ceinture de sécurité aussi. Donc là, tous les
les 3 points dos à la route, parce que c'est un siège dos à la route, la ceinture du siège et la ceinture de l'enfant, les 3 choses sont mises. Donc il est correctement installé, ça c'est oui, réponse A. Ensuite, l'airbag, est-ce qu'il doit être désactivé? Comme c'est un siège qui est mis dos à la route à l'avant, vous avez vu là, on devine un petit peu, hein, ça c'est l'airbag, ce qu'on voit ici. Il est ici ou un peu plus haut, des fois ça dépend des voitures. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne désactivez pas l'airbag en cas de choc, il va se gonfler brutalement, hein, en 100 millièmes de seconde. Hein, c'est très rapide. Et là, il va plaquer tout de suite le siège auto contre le siège à l'avant, de manière très violente en plus de ça. Donc c'est très dangereux d'avoir un airbag d'enclenché quand vous avez un siège dos à la route. Donc c'est pour ça, c'est une obligation, vous devez obligatoirement, donc si vous pouvez pas parce que certaines voitures, vieilles voitures, hein, on ne peut pas désactiver l'airbag, il y en a quelques-unes qui existent comme ça, dans ces cas-là, vous le mettez sur la banquette arrière. Interdit de le mettre à l'avant si vous ne pouvez pas désactiver l'airbag, d'accord? Donc là, surtout, on désactive l'airbag, je ne veux pas le voir quand vous avez un siège dos à la route de mis à l'avant. Donc là, c'était l'airbag doit être désactivé, oui. Réponse C. Les médicaments en vente libre sont toujours sans danger pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les médicaments en vente libre, ce sont les médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. Et même dans les médicaments sans ordonnance, il peut y avoir des effets sur l'organisme. Par exemple, les médicaments qui sont donnés pour le rhume auront tendance à vous endormir un petit peu. Donc il faut toujours se référer au pictogramme que vous avez sur les médicaments. Vous avez différents niveaux de pictogrammes et plus vous avancez vers cela, moins il sera conseillé de conduire. Donc là, c'était réponse B. Lorsque ce voyant est allumé, il est possible d'installer un enfant dos à la route sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit ici que l'airbag est activé, il est sur on. D'ailleurs, on voit bien le dessin de l'enfant qui est dos à la route, qui est barré, ça veut dire interdiction. Quand il est activé, il faut surtout pas mettre un siège enfant qui est dos à la route, sinon quand avec la propulsion de l'airbag, hein, vous vous rappelez, à la vitesse où il s'éclate, vous allez propulser violemment l'enfant sur le dossier du siège avant. Et là, ça va être très dangereux pour lui, il y aura des séquelles très importantes. Donc réponse B. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je conserve la même allure, réponse C. Alors, ici, on nous dit, et c'est important là de connaître votre signalisation verticale, si vous avez fait des erreurs là-dessus, surtout notez-le et apprenez-le. Hein. Là, c'est un panneau qui nous dit fin de route pour automobile. Donc c'est une route à accès réglementé. Donc je vais être limité en fonction du lieu où je me trouve. Là, ici, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Donc on est en sens unique. Dans ce cas-là, j'étais limité à 110 km/h quand j'étais sur la route pour automobile. Maintenant, je vais passer sur autoroute. Donc autoroute, la limitation de vitesse, si on nous dit rien de particulier, va être de 130 km/h puisqu'il ne pleut pas. Donc j'ai le droit de passer de 110 km/h à 130 km/h. Donc normalement, je peux accélérer puisque là, je roule à 118 km/h. Mais est-ce que je peux le faire maintenant? Alors on va regarder, et là, on constate qu'on se fait dépasser. Et quand on se fait dépasser, on doit maintenir l'allure. Donc je conserve la même allure. Réponse C.
Je laisse passer ces 2 piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si on revient en arrière, vous avez vu, il y a un feu qui est vert. Donc logiquement, les piétons sont au rouge. D'ailleurs, vous avez vu le pictogramme, c'est les petits bonhommes que vous avez qui sont soit rouges ou verts. Là, il est rouge. Donc j'avais le feu vert. En toute logique, si je vais tout droit, le passage piéton est au rouge. Il ne marque pas l'intention de traverser au feu rouge pour eux, hein. Donc je n'ai pas à laisser passer ces piétons. Donc réponse B. Pour avoir la meilleure visibilité possible, déneiger le pare-brise est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, c'est le genre de question qu'on peut rencontrer assez souvent. Il faut toujours déneiger bien le pare-brise, mais aussi les vitres latérales qui sont sur le côté et à l'arrière aussi, d'accord? Donc, toutes les vitres, il faut les déneiger. Il faut aussi penser à enlever la neige qui est sur le capot, parce qu'en cas de vent, ça va se pousser vers votre pare-brise, et celle qui est aussi sur le toit, parce que si vous freinez, elle va descendre sur votre pare-brise, vous n'y verrez plus rien, ou alors avec la chaleur de l'habitacle, ça va fondre, et donc la neige risque de redescendre devant vos yeux, et c'est le risque d'accident. Donc c'était réponse B. Pour dépasser ce cycliste, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 m, réponse D. Le cycliste là se trouve sur une bande cyclable. Mais c'est pas la bande cyclable qui va nous sécuriser et qui va surtout le sécuriser par rapport à nous. Il peut très bien faire un écart parce qu'une portière s'ouvre ou parce qu'il y a un trou sur la route ou par inattention. Donc il est important de respecter quand même un intervalle minimum de 1 mètre entre ce cycliste et moi parce que je suis en agglomération. Donc la réponse c'est C. Je klaxonne et je dépasse, réponse A. Je dépasse avec prudence, réponse B. Je reste derrière ces piétons, réponse C. Alors, on peut voir qu'on est en sens unique, puisqu'on a 2 voies pour aller tout droit, qu'il y a des travaux sur le bord droit, et donc du coup, il n'y a plus de trottoir. Donc ça veut dire qu'il y a eu un panneau avant pour demander aux piétons d'utiliser le trottoir d'en face. Hein, il y a toujours une signalisation quand c'est comme ça. Donc normalement, les piétons n'auraient pas dû se retrouver ici. Là, ils se mettent en danger. Alors, moi, est-ce que je peux m'écarter? Puisque j'ai 2 voies, on pourrait se dire que oui, mais si je regarde dans mes rétroviseurs, je vois qu'il y a beaucoup de circulation, donc, et qu'il y a des véhicules qui sont en train de me dépasser sur la voie de gauche. Donc, que ce soit avec klaxon ou pas, je ne dépasse pas. Là, il est plus sage de rester derrière et d'attendre le moment idéal, opportun, de pouvoir s'écarter en toute sécurité sans prendre de risque par rapport à ces piétons-là et sans prendre de risque non plus avec les voitures qui sont à côté de moi. Donc c'était réponse C. Pour l'instant, je reste derrière et j'attends le bon moment. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors malheureusement pour le confort de certains occupants, il y en a qui utilisent une pince, vous voyez, pour réduire la tension. Ça évite de blesser un petit peu la peau du cou. Par contre, ça n'est qu'un dispositif de confort et je vous le conseille vraiment pas. C'est même plutôt dangereux parce que en cas d'accident, la ceinture qui est mal tendue réagira beaucoup plus tard. Donc normalement, ça vous laisse une marge de 20 cm, c'est-à-dire que votre buste va avancer vers l'avant de 20 cm et la ceinture va vous bloquer. Elle va sentir une tension, il va y avoir un prétensionneur et donc ça va vous maintenir. Donc votre buste va avancer de 20 cm vers l'avant. Si vous mettez ce genre d'appareil là, vous allez avancer, mais la ceinture elle sera toujours pas tendue. Donc vous allez faire 20 à 30 cm et là la ceinture va commencer à se tendre seulement au bout de 20 cm. Ce qui veut dire que votre tête, elle risque d'atteindre soit le montant de la voiture, soit le tableau de bord, soit le pare-brise. Bref, c'est dangereux. Donc ne le faites surtout pas. Donc là, c'était réponse B. Lors d'un freinage d'urgence, l'affût amplifie le freinage au maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'affût est obligatoirement associé à l'ABS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'affût, qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'affût? A pour aide, F comme freinage et U comme urgence. Donc c'est l'aide au freinage d'urgence. Donc cette aide, elle détecte en fait la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein. Et si vous appuyez fortement aussi, donc il y a deux facteurs, la vitesse d'enfoncement de votre pédale de frein et la force de freinage. Et en fonction de ça, elle détecte si c'est un freinage d'urgence ou pas. Et donc en fonction de ces deux facteurs-là, le freinage va être optimum. C'est-à-dire que même si vous ne freinez pas assez, lui va se mettre à freiner au maximum. Alors évidemment, ça va être complété obligatoirement avec l'ABS, qui lui, l'ABS, c'est l'anti-blocage des roues. Ça permet de pas bloquer les roues et d'avoir toujours une maîtrise de la trajectoire de votre véhicule. Donc c'est forcément complété avec, parce que si ça freine au maximum, ça va bloquer vos roues. Donc en parallèle, il y a l'ABS qui va empêcher de bloquer les roues. Donc là, en plus, l'intérêt, c'est que avec l'affût, il y a aussi le déclenchement des feux de détresse qui s'allument. Par contre, il faut savoir que l'affût ne freine pas automatiquement à la place du conducteur, hein. C'est à partir du moment où vous vous mettez à freiner vite et fort que ça va se déclencher. Et dès que vous allez lâcher la pédale de frein, l'affût va s'arrêter aussi. Voilà, donc là c'était réponse A et C. La situation la plus préoccupante est la situation 1, réponse A, 2, réponse B. Alors, on va comparer là les deux diapos. Donc on peut voir que dans le rétroviseur, il se passe la même chose. Il y a un véhicule qui est au milieu des deux voies, hein, donc qui s'écarte un petit peu. Il est certainement en train de changer de voie. Ensuite, devant, nous avons personne dans la voie là, mais nous avons des véhicules en stationnement. Et ils ont tous les deux un clignotant à gauche. Donc dans la première diapo, c'est la première voiture qui a le clignotant à gauche. Dans la deuxième photo, c'est la voiture noire, celle qui est derrière, qui a le clignotant à gauche. Alors, quelle est la situation la plus préoccupante? Alors nous allons voir ça tout de suite. Ici, nous voyons qu'il y a un clignotant à gauche, mais qu'elle a aussi ses feux stop. Donc on peut supposer qu'elle nous a vus dans le rétroviseur et qu'elle n'a pas l'intention de s'engager tout de suite. En plus de ça, elle est assez proche de la voiture grise, donc il faudra certainement qu'elle recule un petit peu avant de pouvoir entamer son insertion sur la route. Par contre ici, il y a le clignotant à gauche, il y a de l'espace pour dégager rapidement puisqu'il n'y a pas de véhicule vers l'avant. Donc elle peut très bien démarrer immédiatement. Donc c'est celle-ci qui est la situation la plus préoccupante, d'accord? Parce que elle peut évoluer très très vite. Donc là c'était réponse A. Par temps de pluie, les distances de freinage restent inchangées, réponse A, sont multipliées par 2, réponse B, sont multipliées par 3, réponse C.
Alors, quels sont les facteurs qui influencent la distance de freinage? C'est la vitesse du véhicule, l'état du véhicule, en fonction de l'état des freins, des pneus, de la suspension, le poids et le chargement du véhicule, et ensuite l'environnement, si on est en descente ou en montée. Mais ça peut aussi être l'état de la chaussée, comme le revêtement, ou savoir s'il y a des gravillons, ou de la neige, ou même de la pluie. Là, on est par temps de pluie. Donc la distance de freinage, elle est 2 fois plus longue que sur sol sec. Donc c'était réponse B. En conduisant, je suis en infraction à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,2 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A. 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse B. 0,2 g d'alcool par litre de sang. Réponse C. 0,5 g d'alcool par litre de sang. Réponse D. Alors ça, si vous le savez pas, vous le notez, vous vous faites une petite fiche. D'ailleurs, on en reparlera juste après des petites fiches. Vous vous faites une petite fiche pour noter ça. Donc, à savoir que vous avez le droit au maximum à 0,25 mg par litre d'air expiré. Et ça, c'est la même chose, c'est pareil que de conduire avec 0,5 g d'alcool donc par litre de sang là. Donc litre mais de sang, d'accord? Ça, à savoir par cœur, vous le notez. Et vous êtes en infraction à partir de cette limite-là. Si vous êtes en période probatoire, ça diminue. Là, en période probatoire, ça passe ici à 0,10. D'accord? Ça passe à 0,10 et ici, ça passe à 0,2. Donc là, c'était réponse B et D. Un jeune conducteur est capable de lire ces indices en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors conduire, c'est anticiper plein d'indices. Ça va être anticiper le feu qui peut changer de couleur, ça va être observer ma voie pour voir si je suis dans la bonne voie en fonction de là où je veux aller, ça va être regarder ce que fait le véhicule de gauche, ça va être regarder la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection qui est juste avant le feu, ça va être aussi regarder si lui ne veut pas reculer. Vous voyez, c'est une multitude de choses. Et puis ne pas oublier non plus dans le rétroviseur. Un jeune conducteur au début, il est tellement occupé par la mécanique et la maîtrise mécanique de la voiture, donc sa trajectoire, écouter le moteur pour changer de vitesse en temps et en heure, bien maîtriser les pédales, qu'il a du mal, du coup sa concentration elle est plus à l'intérieur de la voiture et moins à l'extérieur de la voiture. Au début, quand vous apprenez, vous êtes allé 70% concentré sur l'intérieur de votre voiture et 30% sur l'extérieur. L'objectif, ça va être de faire l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez progresser, plus il va falloir reporter votre attention sur l'extérieur. Donc, on ne pensera presque plus à la voiture, maximum 30% à la mécanique voiture. Plus tard, quand vous aurez plus d'expérience, ça sera encore beaucoup moins. Mais en jeune conducteur, c'est ça. Et ensuite, le but, c'est d'avoir 70% de votre concentration sur l'extérieur de la voiture. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont des difficultés en voiture, il y en a peut-être qui ont déjà commencé et qui ont vraiment du mal au niveau maîtrise de la voiture. Du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'extérieur. Si vous avez beaucoup de difficultés pour éviter de faire des heures supplémentaires, beaucoup d'heures et que ça vous coûte plus cher, et aussi que vous soyez démotivé, je vous conseille de passer en boîte automatique. D'accord? Vous passez le permis en boîte automatique et après, plus tard, si vous voulez revenir en boîte manuelle, il suffit de faire un petit stage pour redevenir à l'aise un petit peu avec la boîte manuelle. D'accord? Mais c'est beaucoup plus facile de faire comme ça et ça vous évite de faire beaucoup d'heures. Ça, c'était le petit conseil. La localisation la plus importante est Pisvieille, réponse A, Trouy, réponse B. Je vais emprunter
Une route nationale, réponse C. Une route départementale, réponse D. La localisation la plus importante, c'est Trouy. C'est toujours le panneau qui est au-dessus. Après, on met les plus petites localités en dessous. Il y a aussi une confirmation parce que là, c'est mis en majuscule, le reste, c'est mis en minuscule. Donc, la localisation, la localité la plus importante, c'est donc Trouy. Ensuite, est-ce que je vais emprunter une route nationale ou une route départementale? Là, vous avez la cartouche ici qui est jaune. Quand la cartouche est jaune, c'est une route départementale. C'est à savoir par cœur, ça. Donc là, c'était réponse B et D. De nuit, le facteur alcool est présent dans près d'un accident mortel sur 2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, malheureusement, c'est vrai, c'est bien un accident mortel sur 2 la nuit à cause de l'alcool. Donc là, c'était réponse A. J'ajoute du liquide lave-glace dans l'orifice A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. C'est pareil, si vous savez pas, vous faites une petite fiche avec un dessin dessus, l'explication, et vous révisez ça. Hein. Donc là, c'est bien le lave-glace qui est en A. Ici, c'est le liquide de refroidissement, donc à ne pas ouvrir à chaud. C'est pour ça qu'il y a un petit thermomètre et un petit panneau de danger, de faire attention. Et ici, c'est le liquide de frein, donc avec le système de freinage qui est dessiné. Ils disent de faire attention aussi parce qu'il ne faut pas changer le système de frein soi-même. Et puis, c'est important d'avoir du liquide de frein aussi. Vous vous doutez de pourquoi. Donc là, c'est la réponse A.